un moulin. Bonjour à tous, bienvenue sur la PNIX, émission radio du Journal International. Aujourd'hui, nous parlons de villes et de réchauffement climatique, et plus précisément de l'adaptation des villes à ce phénomène. Après notre superbe micro-trottoir où nous avons rencontré et interviewé d'intéressantes personnes, on se retrouve aujourd'hui pour écouter les chroniques de Antoine. Salut. Bonjour Antoine. Anna. Bonjour. Salut. Vincent. Bonjour. Et Camélia. Bonjour. Donc il faut savoir que la date du début de la problématique du réchauffement climatique serait le début du XXe siècle, mais il n'y avait pas encore de consensus. Et c'est seulement depuis 2000 qu'il y a un consensus qui émerge sur le fait que les effets du réchauffement se font sentir de manière significative. Alors qu'est-ce que le réchauffement climatique ? C'est la transformation du climat issue d'une augmentation générale des températures moyennes depuis plus d'un siècle, causée en grande partie par les activités humaines. Donc le réchauffement climatique modifie notamment les écosystèmes et les équilibres à l'œuvre en termes de météorologie. Donc nous allons pouvoir approfondir le sujet avec Anna qui nous parle d'architecture et du réchauffement climatique, puis Antoine qui va parler des caractéristiques de la ville, dont l'îlot de chaleur urbain, C'est ça. Camélia qui nous traite d'une ville de forêt en Chine, et Vincent qui nous parle du cas de la ville de Venise. J'ai hâte d'écouter son accent italien. Merci. Donc vas-y Anna, on t'écoute. Selon John Dulac et Thibaut Abergel, dans le bâtiment dans la transition énergétique, énergie et bâtiments regard sur le reste du monde, les bâtiments et leur construction sont responsables de 39% des émissions de dioxyde de carbone. Réduire la consommation de ces bâtiments est alors une solution clé pour lutter contre le réchauffement climatique. Des solutions architecturales se multiplient pour rendre les bâtiments moins consommateurs et plus autonomes énergétiquement. Et où se situe la France par rapport à d'autres pays ? Face à l'urgence climatique, de nombreux pays peuvent servir d'exemple par leurs innovations en termes d'architecture. La ville de Singapour se met au vert à la verticale. Très densément peuplée, elle a développé des gratte-ciels originaux. Ils permettent d'optimiser l'espace pour en consacrer davantage à la verdure. L'hôtel Park Royal on Pickering possède une façade végétalisée. Elle regroupe 31 espèces de plantes rampantes adaptées à la lumière comme à l'ombre. De plus, le bâtiment comporte des espaces ouverts aux 4 vents. Cela évite d'utiliser des climatiseurs puisque la ventilation est naturelle. Et donc Singapour ne se démarquerait pas seulement par cet hôtel, j'imagine ? Et non, la ville possède d'autres gratte-ciels innovants. L'un d'eux a d'ailleurs le record Guinness du plus grand jardin vertical, 2288 mètres carrés de verdure. Impressionnant. De récupération d'eau de pluie pour arroser les plantes. Et donc quels seraient les bienfaits que cachent ces plantes ? Tout d'abord, l'ombre et l'humidité qu'elles produisent permettent de réduire la consommation d'électricité due au chauffage. La température ambiante est réduite de 3 degrés, une estimation de 420 000 € en moins sur la facture annuelle de la copropriété. Et bien sûr, les plantes permettent un retour à la biodiversité comme les papillons et les vers de terre d'après les jardiniers attitrés. Et est-ce qu'il existe d'autres exemples de villes exemplaires en termes de transition vers un mode de bâtiment plus éco-responsable ? Oui, les innovations architecturales ne s'arrêtent pas à Singapour. Dans un article de 2004, le journal Libération développe sur la création de Norman Foster, architecte. Il a conçu à Londres le Jerkin, ou le concombre géant. Cette tour ne comprend que des bureaux, mais elle est organisée pour réaliser le plus d'économies possible. Sa forme aérodynamique permet de créer un système de ventilation optimisé. Ce système contrôle l'ouverture des fenêtres selon la température extérieure. Entre 12 et 25 degrés, la ventilation est seulement naturelle. En dehors de ces températures, la ventilation naturelle se voit couplée avec le chauffage ou la climatisation. Concernant l'éclairage, l'architecte a optimisé l'usage de la lumière offerte par le soleil. Ceci grâce à une structure en étoile à 6 branches. Les zones d'ombre sont évitées. Les impacts écologiques peuvent aussi avoir lieu avec le déplacement travail-maison des employés. L'architecte a tenté d'apporter des solutions pour éviter l'impact des gaz à effet de serre. En plus de diviser par 2 ses émissions de CO2, la tour privilégie les espaces pour ranger les vélos plutôt que les places de parking. Cela vise à encourager à prendre les transports en commun. Mais bien d'autres bâtiments illustrent cette tendance à l'architecture écologique. Le corps à Miami a un exosquelette qui peut rappeler la forme d'un emmental. Au sein de chaque trou est disposée une éolienne, ainsi une variation des zones d'ombre et de lumière est permise. Le toit terrasse est recouvert d'herbe afin de rafraîchir le bâtiment. De plus, les bâtiments à énergie positive existent aussi. Il s'agit de bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils en consomment.
Ils utilisent les éléments qui nous entourent, comme le soleil, le vent, la géothermie. En 2012, la société ABG a commencé la construction de son premier bâtiment à énergie positive à Francfort. Et quelles sont les solutions pour mieux s'isoler et moins consommer? Le gaz, le charbon, le pétrole sont utilisés dans 79% des techniques de chauffage. Il faudrait déjà limiter l'usage de ces énergies fossiles et favoriser des énergies plus durables. Ensuite, concernant l'isolation, des matériaux existent pour minimiser les déperditions énergétiques. Il existe les briques en champignons, mélange de mycélium et de végétaux, comme le maïs, ou encore les briques en papier recyclé, très résistantes au feu et imperméables. D'autres matériaux peuvent être utilisés. Le béton vert, composé de fibres végétales, ou tout simplement le bois, qui permet en prime d'absorber le CO2. Mais des solutions plus simples existent pour optimiser les besoins énergétiques. Les architectes se concentrent sur l'orientation de la maison vers le sud pour avoir plus de lumière naturelle. Le choix des arbres qui vont entourer le bâtiment est aussi un exemple, avec des arbres feuillus au sud et des conifères au nord. Consommer moins peut aussi passer par une consommation collective. Des logements sont branchés à des chauffages urbains. Un seul gros chauffage est partagé dans un ou plusieurs quartiers. Cela évite que chaque maison ait un chauffage individuel. De plus, ces chauffages urbains peuvent utiliser des énergies renouvelables comme la géothermie ou la chaleur de récupération issue de l'incinération des ordures. D'accord. Et la numérisation du bâtiment est-elle une solution pour consommer moins? Les bâtiments connectés se développent de plus en plus et permettent aux habitants de gérer leur consommation en énergie depuis leur smartphone. C'est ce que certains appellent la Smart City, c'est-à-dire une ville optimisée par la technologie et l'intelligence artificielle. Mais un autre débat apparaît alors, celui de la protection des données personnelles. Il apparaît alors primordial de concilier la lutte contre le réchauffement climatique sans négliger la vie personnelle des citoyens. D'accord, merci Anna pour ces éclaircissements. Donc nous allons passer avec Antoine. Explique-nous. Ouais, donc pour ma part, je vais m'attarder au phénomène des îlots de chaleur urbains. Donc dit comme ça ne doit pas vous dire grand-chose, mais c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Donc l'expression îlot de chaleur urbain a fait son apparition vers le milieu du XXe siècle, mais ce phénomène aurait été compris et décrit pour la première fois au XIXe siècle par un certain Luke Howard à Londres. Luke Howard était un pharmacien passionné par la météorologie. Et donc, en fait, ce phénomène, c'est une élévation de la température qui est localisée en milieu urbain par rapport aux zones rurales voisines. Ce phénomène, il touche l'ensemble des grandes villes dans le monde, mais certaines villes sont plus touchées que d'autres. Par exemple, on peut prendre la ville d'Athènes qui est caractérisée par un fort îlot de chaleur urbain. Donc ce réchauffement, il semble en voie d'aggravation aujourd'hui et il nécessite donc des stratégies nouvelles d'adaptation. Mais pour lutter contre ce phénomène, il faut déjà le comprendre. Donc ces microclimats artificiels, ils sont induits par le croisement de deux facteurs. Est-ce que vous avez une petite idée? Moi, j'ai les réponses, donc je ne dirais pas. Des indices? Non. Non, il n'y a pas d'indice avec moi. Donc tout d'abord, c'est dû aux activités humaines qui sont plus intenses et surtout concentrées dans les villes. Donc, certaines de ces activités sont des sources importantes et chroniques de chaleur. On peut prendre l'exemple des usines, des moteurs à explosion, à réaction des avions, les chaudières de climatisation, même l'eau chaude qui circule dans les égouts. Mais c'est aussi dû à la modification de la nature de la surface de la planète. En effet, l'urbanisation elle a fait de la ville un milieu qui absorbe plus de calories solaires que ne le ferait un milieu qui serait resté naturel ou cultivé. Les surfaces noires comme le goudron, les terrasses goudronnées, les matériaux foncés, en fait, se comportent comme des capteurs solaires ou des serres qui renvoient ensuite le rayonnement solaire, ce qui réchauffe l'air urbain. Donc ce phénomène, il fut considéré dans un premier temps comme marginal, voire même bénéfique. Pareil, est-ce que vous avez une idée? Pourquoi ça serait bénéfique? Ça réchauffe la ville. Oui, ça permet de faire des Et économies c'est ça, parce d'énergie. qu'en fait, il y avait des villes qui faisaient face à des hivers rigoureux. Et donc, on s'est dit, un petit chauffage comme ça, c'est plutôt pas mal. Augmenter d'ici 2100 de 2 à 4 degrés, surtout en juillet et août, avec environ 12 fois plus de jours de canicule dans l'année. Et réduire la température de quelques degrés pourrait améliorer la qualité de vie et épargner des vies. Parce qu'en 2003, quelques degrés de plus que la moyenne ont induit une surmortalité de 15 000 morts en France et près de 70 000 en Europe. En plus d'aggraver les périodes de canicule, ce phénomène affecte la biodiversité en repoussant certaines espèces et en attirant d'autres qui sont plus thermophiles. En gros, thermophiles, c'est des organismes qui ont besoin d'une température élevée pour vivre, donc certains insectes, champignons, certaines bactéries. Voilà. Donc lutter contre les îlots de chaleur urbains, ça nécessite une réévaluation des politiques d'urbanisme et des stratégies. Donc ça passe notamment par la restauration d'îlots de fraîcheur.
Donc plusieurs solutions existent aujourd'hui qui, accumulées, permettront de lutter contre ce phénomène. Donc je peux vous donner plusieurs exemples. Donc tout d'abord, il faudrait préférer les surfaces blanches ou de couleur claire et les matériaux réfléchissants de manière à augmenter ce qu'on appelle l'albédo urbaine. Pour faire simple, l'albédo urbaine, c'est une valeur comprise entre 0 et 1. Un corps noir parfait qui absorberait toutes les longueurs d'onde sans en réfléchir aucune aurait un albédo nul, tandis qu'un miroir parfait qui réfléchirait toutes les longueurs d'onde sans en absorber une seule aurait un albédo égal à 1. Ensuite, il faudrait végétaliser et reboiser les villes et leurs abords par la mise en place de trames vertes urbaines, des terrasses végétalisées et des murs végétalisés. Si possible, il faudrait végétaliser en pleine terre, parce qu'une végétation en pleine terre est plus efficace qu'une végétation sur les toits. On remarque qu'en période de canicule, cette végétalisation, ça permet un refroidissement en moyenne de 2 degrés avec des effets locaux autour des parcs de 5 à 6 degrés, donc c'est pas négligeable. Mais concernant cette solution, je crois qu'Amélia va nous donner un exemple de qualité dans sa chronique. Ensuite, il conviendrait de mieux conserver et gérer l'eau pluviale par la mise en place de toitures et terrasses végétalisées qui peuvent réévaporer cette eau, parce qu'en fait, l'évaporation de l'eau, c'est un facteur de rafraîchissement. Il faudrait développer les transports en commun, mais bon, pas besoin de s'attarder là-dessus, tout le monde le sait. Changer les habitudes en fonction des pics de chaleur par la modification des horaires de travail, des siestes. En gros, un peu vivre à la façon comme les Espagnols, en gros. Et ensuite, il faudrait veiller à ce que des prescriptions d'aménagement garantissent une forme urbaine où la circulation de l'air est optimale. En effet, selon Anna Ruas, qui est une chercheuse à l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. Et oui, c'est pas notre Anna à nous. Non. Hélas. Le design des villes aujourd'hui, il casse la circulation de l'air et donc contribue à ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc vous l'aurez compris, les villes, elles se réchauffent plus vite que le reste du territoire. L'adaptation au changement climatique par la végétalisation des sols, murs, toitures et terrasses et par un urbanisme différent, c'est un enjeu majeur pour les villes au XXIe siècle. Certaines villes ont été pionnières en la matière, comme Chicago, Keene, Londres, New York, Rotterdam, Toronto et j'en passe. Mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire et on ne peut qu'encourager les villes, notamment en France, avec la poussée des Verts au municipal, à poursuivre leurs efforts. Merci Antoine. Et maintenant, un phénomène rare mais intéressant, la ville-forêt. Donc Camélia, peux-tu nous éclaircir le sujet ? Alors ouais, qu'est-ce que la ville-forêt ? Puisque dit comme ça parle pas trop. Mais on peut remarquer que depuis quelques années, déjà de nombreuses villes ont bien compris que réintroduire de la verdure en milieu urbain était nécessaire pour contrecarrer la pollution. On a l'exemple des jardins partagés, qui est très répandu. Parmi les grandes villes très urbanisées qui tentent de s'adapter et de limiter la pollution au maximum, on a celui de Singapour, dont Anna a déjà parlé, qui est aussi surnommé la ville-jardin. Malgré sa très forte densité, 50% du territoire reste occupé par des espaces verts. Et comme si la surface au sol n'était pas suffisante, le gouvernement encourage aussi la construction de bâtiments et autres gratte-ciel verts, et même des attractions touristiques durables comme les Gardens by the Bay. La ville la plus verte et la plus durable d'Asie, selon le Botin Singapour, ne peut qu'inspirer l'Empire du Milieu. En effet, la Chine, l'une des plus grandes puissances mondiales qui souhaite montrer son leadership dans de multiples domaines, compte bien aussi le faire en matière de développement durable. La Chine, qui est très souvent pointée du doigt pour être l'un des plus gros pollueurs, tente de changer cette image et souhaite améliorer la vie de ses citoyens du point de vue écologique. Plusieurs mesures ont été prises, mais ce qui nous intéresse plus dans notre sujet du jour, c'est l'idée de construire une ville verte. Le Paris Fou de la Chine a d'ailleurs été présenté en 2015 lors de la COP21 à Paris, avant d'obtenir l'autorisation des autorités locales. C'est dans le sud de la Chine, le long du fleuve Liujiang, que la construction de Liuzhou Forest City a débuté en 2017, conçue par un architecte italien, Stefano Boeri. Boeri n'en est pas à son coup d'essai en matière d'architecture verte, comme le montre son Bosco Vertical, 2 tours végétales milanaises qui ont séduit les autorités chinoises puisque ces dernières veulent construire sur le même modèle les Nanjing Green Towers, qui devraient intégrer plusieurs centaines d'arbres et 2500 plantes et arbustes. La Liuzhou Forest City, donc notre sujet du jour, ou plus communément appelée la Forest City, aurait dû être terminée pour 2020, mais il y a eu quelques retards dans les travaux. Ce projet ultra ambitieux devait être la première ville de ce genre et peut-être deviendra le modèle des villes du futur. En l'occurrence, ici, il ne s'agit pas vraiment d'une adaptation, vu que le but est de faire sortir de terre une ville, qui pourrait mêler urbanisme et écologie dans une logique de développement durable. Selon le journal 20 minutes, les autorités envisagent de loger 30 000 habitants sur une superficie de 138,5 hectares,
Ces citoyens cohabiteront avec 40 000 arbres de différentes espèces et 1 million de plantes. Imaginez donc la biodiversité dans cette ville. Et du coup, est-ce que la ville serait capable d'absorber tout le CO2 dégagé par les habitants? Alors nous savons que toute cette verdure absorberait 10 000 tonnes de CO2 par an. Est-ce que ça sera suffisant pour absorber tout le CO2 des habitants? Je n'ai pas encore les réponses. Et en échange, la verdure produirait 900 tonnes d'oxygène. La couverture végétale devrait aussi être en mesure d'absorber 57 tonnes de particules fines, tout en abaissant la température de l'air, ce qui est une nécessité dans cette région tropicale. De plus, les bâtiments eux-mêmes seront garnis de végétation avec des terrasses et toitures végétalisées. Il y aura aussi des panneaux photovoltaïques qui permettraient d'alimenter la ville entière. La ville serait donc autosuffisante, non seulement d'un point de vue énergétique, mais aussi en ce qui concerne son organisation sociale, car pour limiter l'utilisation de la voiture, on prévoit d'y implanter des bureaux de poste, des écoles, des hôpitaux et même des hôtels. Qui dit limitation de voiture veut dire transport en commun obligatoire. Et dans ce cas précis, on préconise l'utilisation de transports en commun électriques qui relieraient la ville à l'extérieur. L'architecture choisie a pour but de camoufler en quelque sorte la ville dans la forêt. Vu du ciel, on ne saurait distinguer la ville de la forêt qui l'entoure. L'urbain devrait ne faire qu'un avec la faune et la flore. Nous connaissons tous les 3 piliers du développement durable depuis le collège, mais je me dois de vous le rappeler. Économique, social et environnemental. Et si à première vue il semble rempli, la Forest City a bien des défauts qu'ont soulevés les journalistes de Oui Demain. Tout d'abord, le côté camouflage pose une énorme problématique. Car si l'on veut construire une ville ex nihilo, cela suppose qu'on empiète sur l'environnement déjà présent. Et oui, cette belle ville durable, autosuffisante et écolo entraîne l'abattage de milliers d'arbres et donc le dérèglement de la biodiversité locale, et cela afin de pouvoir installer toutes les activités humaines. Du point de vue social, même si nous ignorons le prix des loyers, nous savons une chose, c'est que l'entretien de tous ces espaces verts ne sera pas gratuit. Il faudra donc des jardiniers qualifiés pour éviter la catastrophe comme dans le quartier du jardin forestier de Shi-i City à Chengdu, où la nature a tout simplement repris ses droits faute d'entretien. Tout ceci représente donc un coût supplémentaire pour la municipalité. Donc, comment amortir toutes ces dépenses? Eh bien, en privilégiant de très hauts loyers. Donc ces habitations seront destinées à une faction de la population chinoise très aisée. En gros, si tu veux vivre dans une bonne ville et respirer un bon air non pollué, tu dois être riche. Néanmoins, nous ne pouvons que saluer ce genre d'initiative venant du plus grand pollueur au monde, qui envisage aussi la construction d'autres tours végétalisées dans les villes de Pékin ou Shanghai. Le projet n'est très clairement pas parfait, mais c'est un premier pas dans la transition écologique du pays, et peut-être que le succès de la construction d'une telle ville pourrait inspirer d'autres États à s'adapter afin de faire face au réchauffement climatique. Enfin, nous avons une citation de Darwin qui nous dit « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Alors espérons que nous survivrons encore longtemps. » Merci Camélia. Donc, après la ville forêt, une ville qui pose aussi beaucoup de questions, Venise. Donc Vincent, c'est à toi. C'est ça. Vendredi 4 novembre 1966, 2 mètres d'eau se répandent sur le parvis de la basilique Saint-Marc et dans les ruelles de Venise. Les Vénitiens, habitués au phénomène d'acqua alta, font face à une marée historiquement haute. 7000 personnes sont évacuées, 20 000 autres sont sinistrées. Face à l'ampleur du désastre, il est décidé d'entreprendre de grands travaux. Pour les financer, une taxation exceptionnelle des cigarettes est décidée. Le plan Sauver Venise, sous l'égide de l'UNESCO, est lancé. Plusieurs projets sont alors imaginés, mais il faut attendre 1988 pour voir l'un d'eux se concrétiser. Je me tourne alors vers vous pour vous demander, à votre avis, parmi les propositions suivantes, comment peut s'appeler ce projet qui doit sauver Venise? Poséidon, Moïse, Ariel ou Océanos? Poséidon. Moïse. Ariel, c'est cute quand même. Et Margot, non? Ah oui, mais tu Je connais la sais, réponse. moi. C'est Moïse, parce que qui d'autre que l'homme qui a fendu la mer en deux peut-il venir au secours de Venise? Un point pour Anna. C'est ça. Bravo. Yes. Ainsi, comment le projet Moïse en italien, doit-il permettre à la ville de Venise de s'adapter au phénomène d'acqua alta? Et pourquoi ce dernier risque-t-il d'être plus fréquent et violent à l'avenir du fait du réchauffement climatique? Comme vous l'avez compris, une aqua alta, c'est une hausse exceptionnelle du niveau de la mer qui vient inonder la ville de Venise. Or, cette inondation soudaine a plusieurs origines que je vais vous expliquer rapidement. La première, c'est sans doute la situation géographique de la ville. En effet, Venise n'est pas bordée directement par la mer Adriatique. Il y a une lagune entre les deux qui est ouverte à 3 endroits différents.
Le problème, c'est que ces ouvertures ne sont larges que de quelques dizaines de mètres, ce qui crée une sorte de cuvette en fait. Et cette situation de cuvette est renforcée par les marées parce que oui, les marées ne sont pas qu'un phénomène propre aux océans. Et c'est là que le réchauffement climatique pose problème. Parce que qui dit réchauffement dit fonte des glaces et donc hausse du niveau de la mer. Alors plusieurs chiffres circulent, ça va de 50 cm à plus de 2 mètres d'élévation des niveaux des océans d'ici 2100 selon les différents scénarios qu'on peut retrouver dans les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, plus communément appelé le GIEC. À cette cause géographique et maritime s'ajoute également un phénomène météorologique, là encore accentué par le réchauffement climatique. C'est ce qu'on appelle la dépression atmosphérique. En gros, c'est quand il pleut. Or, avec le réchauffement des océans, le cycle de l'eau... Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, le cycle de l'eau, c'est quand il pleut, que l'eau va dans les rivières, puis dans les océans, et puis après, il y a évaporation, donc formation de nuages, et puis ça repleut, ça reva dans les rivières, dans les océans, etc. etc. Donc, avec le réchauffement des océans, ce cycle de l'eau est accéléré et a pour conséquence des pluies plus soudaines et plus fortes. Et le souci, c'est que selon les données fournies par la ville de Venise, 70% des acque alte ont lieu en automne. Une période qui n'est pas connue pour son beau temps quand même. S'ajoute également le fait que s'il y a des pressions atmosphériques, c'est que l'atmosphère exerce moins de pression, notamment sur la mer. Et donc moins de pression, c'est donc synonyme de hausse mécanique du niveau de l'eau. Et là, on pourrait se dire, il a fini de faire la liste des causes des acque alte, va pouvoir nous parler de Moïse. Et oui, et le on problème, attend ça. mais le problème, c'est que non, c'est pas fini. Du coup, je vais les évoquer rapidement pour être complet, mais je pourrais pas plus les détailler. Alors, on a aussi une cause géologique. Venise s'enfonce. C'est dû à la tectonique des plaques de la croûte terrestre, mais aussi du fait de l'extraction de l'eau des nappes phréatiques par l'homme dans les années 70. Et cet idiot, il s'est pas arrêté là. Il a aussi urbanisé la côte, ce qui a conduit à la disparition d'une grosse partie des marécages, alors qu'il jouait un rôle de tampon entre la mer et la côte. Et donc, face à ce terrible constat qui est que les acque alte risquent d'être de plus en plus fortes et que Venise risque de s'enfoncer de plus en plus, Moïse, ou plutôt Modulo Sperimentale Elettromeccanico, module expérimental électromécanique, doit venir sauver la Sérénissime, doit venir sauver Venise. Mais de quelle manière ? Car c'est ce que tout le monde attend depuis le début quand même. Eh bien, en créant une digue mobile à l'entrée de la lagune. Moïse, c'est donc 78 cloisons flottantes qui mesurent chacune 20 mètres de long sur 4 à 5 mètres de large pour 26 à 29 mètres de haut, selon l'entreprise chargée de coordonner les travaux. Ah bah oui, c'est du gros gabarit, on n'est pas dans la petite diguette. Ces cloisons reposent toutes sur un socle de plusieurs centaines de tonnes de béton. Elles peuvent être actionnées à distance par des vérins à air comprimé qui viennent expulser l'eau qui se trouve à l'intérieur des caissons de chaque cloison afin que celle-ci puisse s'élever et donc former une véritable muraille lorsque le coefficient de marée est trop important. D'après les journaux italiens, la Stampa, la Voce de Venezia ou encore la Repubblica, Moïse, ça a coûté entre 5 et 6 milliards d'euros. C'est pas très clair l'histoire, notamment du fait de nombreux scandales de corruption. Bon ça c'est Benvenuti in Italia. Moïse, c'est beaucoup de critiques parmi lesquelles celle d'un risque d'assèchement de la lagune en cas de trop nombreuses acque alte. En effet, selon les écologistes et scientifiques locaux, la lagune c'est un milieu qui est très fragile et qui repose sur de nombreux échanges avec l'Adriatique. Or, si on actionne trop souvent Moïse, ça risque de mettre en danger l'écosystème. On avait aussi une deuxième grosse critique qui était, elle, relative à la solidité de l'ouvrage et même à son utilité en fait. Des chaînes de télévision comme la CT Attualità, on en a même fait des soirées spéciales. Et là, récemment, on a eu un début de réponse puisque le 3 octobre dernier, lors de la tempête Alex, les digues ont été mises en place et ont permis de garder les pieds des touristes au sec. Venise se trouvait alors 70 cm en dessous du niveau de la mer. Ainsi, seul le temps nous permettra à nous, profanes, de savoir si oui ou non, Moïse peut-il fendre la mer en deux, et cela sur le long terme. Merci Vincent. Du coup, je vous propose de faire une sorte de petit récap. Qu'est-ce que vous avez retenu pour lutter contre le réchauffement climatique? Qu'est-ce qui peut être mis en place dans les villes? Moi, j'ai retenu qu'il fallait faire la sieste. C'est Une idée phare. On ne sait pas si ça marchera, mais pourquoi pas. Vous avez d'autres idées? Je sais pas, végétaliser Voilà. les villes, Ouais. ça semble être Les une murs idée, végétaux. voilà. À Londres, notamment, j'ai vu que c'était très développé. Et aussi à Londres, ils font un péage en fait dans le centre-ville pour éviter le nombre trop important des voitures. Ouais, on n'en a pas parlé de ça. Et il y a aussi des amendes qui sont mises en place pour les véhicules les plus polluants. Donc, c'est
Et il y a aussi des associations qui vont nettoyer l'espace public. Donc ça, du coup, c'est plus pollution de l'environnement. Et aussi des vélos en bambou. En En bambou. Et oui, C'est solide le bambou. Hein. ouais, c'est très solide et apparemment, c'est donc- plutôt pas mal. Après les brosses à dents, les vélos. Voilà. Du coup, voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec l'équipe de Sandrine. Merci.